Bonjour à toutes et à tous, il est 15h02. Nous allons pouvoir démarrer ce webinaire Tourisme Innov numéro 15. Nous sommes très très heureuses d'avoir pu organiser ce webinaire en cette période de l'avant-début des festivités de fin d'année pour célébrer ensemble le succès des événements innovants qui ont été récompensés dans le cadre de l'AMI Tourisme et Gastronomie piloté par Atout France. Donc moi, je suis Frédéric Rousseau, directrice innovation, qualité, développement durable des territoires et des filières. La gastronomie est un sujet qui me tient à cœur. J'ai travaillé 25 ans dans l'agroalimentaire. J'ai organisé aussi un festival épicé en Touraine. Je suis vraiment très motivée par ce sujet. C'est une filière qui devient de plus en plus stratégique. Nous avons à cœur chez Atout France de révéler l'excellence des savoir-faire et faire rayonner la gastronomie comme vraiment levier d'attractivité touristique, pilier de l'attractivité touristique. Donc là, on a un casting exclusivement féminin. On se réjouit et on remercie vraiment de tout cœur toutes nos intervenantes d'avoir répondu à notre appel. Donc Isabelle, Laura, Emmanuel, Inès et Jeanne, on est ravis de vous accueillir. Sans plus attendre, je vais laisser la place à Corinne qui va présenter un peu l'objectif et les modalités et les enseignements prioritaires de cette AMI. Merci Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Donc nous, on est ravis d'avoir cette opportunité de présenter les projets lauréats de cet appel à manifestation d'intérêt qui a été organisé pendant la période des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques et qui donc portait sur le soutien à des initiatives événementielles qui avaient différentes portées. On le verra à travers les témoignages. C'était porté ou très local ou très régional, voire international, avec des événements qui ont tous eu lieu entre le 8 mai et le 8 septembre, à la faveur ou de l'arrivée de la flamme olympique ou jusqu'à la fin des épreuves de Jeux paralympiques. On a eu beaucoup de succès sur cet appel à projet, à manifestation d'intérêt. On a eu 130 candidatures et évidemment, il a fallu faire un choix. Ça a été compliqué. On a retenu 20 projets qui ont été réalisés avec un soutien dont nos intervenantes reparleront, mais qui pouvait aller jusqu'à 100 000 euros hein, dans le cadre du respect du dispositif dit des minimis. Et donc, on a également permis aux lauréats de participer donc, à plusieurs événements autour des Jeux Olympiques, autour du label Olympiade culturelle, autour du dispositif Carte des Jeux avec le COJO. On a nous-mêmes produit une lettre dédiée de veille internationale. Voilà, on a essayé, on s'est efforcé en tout cas effectivement de valoriser cet actif réel qu'est la gastronomie française. Donc vous trouverez là la liste des lauréats, je ne reviendrai pas dessus. Et donc on a la chance effectivement d'avoir plusieurs témoins aujourd'hui qui vont nous donner l'eau à la bouche, si je puis dire, sur ces événements et qui vont surtout nous expliquer comment l'AMI a pu faire levier sur un événement consacré ou un événement déjà existant et comment notamment ils vont pouvoir pérenniser en tout cas cette dynamique. Avant donc de céder la parole aux témoins, une petite carte pour rappeler donc le maillage de cette AMI. On s'était efforcé donc d'avoir des lauréats dans toute la France hexagonale, mais aussi dans les Outre-mer, c'est important. Et donc on a là réussi quand même ce pari avec certains lauréats qui ont maillé l'ensemble du territoire à pouvoir proposer des événements aux visiteurs autour de la valorisation, outre de la gastronomie, de la santé, du bien-être, de la qualité, enfin tout ce qui sera détaillé par Isabelle, Laura, Emmanuel, Inès, puis Jeanne. Donc sans plus tarder, moi je vous laisse volontiers la parole. Peut-être pour Isabelle, pour commencer à Marseille, enfin dans le midi. Voilà. Absolument. Merci beaucoup. D'ailleurs, un grand merci à Atout France d'avoir lancé cette AMI. Effectivement, je le dirai en conclusion, notamment sur l'héritage, tout ce que ça va nous permettre aussi d'engager par la suite. Ravie aussi de pouvoir écouter d'autres initiatives
parce que je pense que voilà, c'est comme ça aussi qu'on progresse tous ensemble. Peut-être qu'on aura des ponts à tisser tous ensemble. Donc voilà, ravie d'être là aujourd'hui. Ce que je vous propose, et j'ai 10-12 minutes, c'est de démarrer par évidemment les temps forts hein, qui ont scandé finalement le territoire de Marseille, de revenir sur l'intention, notamment ça s'inscrit dans un projet plus large autour de la gastronomie qui est une filière majeure pour Provence Tourisme. Et puis je zoomerai de façon très concrète sur les 3 projets qui ont été soutenus dans le cadre de l'AMI et je conclurai aussi avec finalement la suite et l'héritage. 2 mots sur... alors, Provence Tourisme, on est une agence départementale du tourisme. On est basé évidemment dans le sud avec Marseille comme capitale. Et si on revient sur les temps forts, c'est le slide suivant, on a eu la chance d'avoir l'accueil évidemment de la flamme olympique. Pour nous, c'était vraiment, pour moi, Provence Tourisme presque majeur. Alors c'est vrai qu'en quelques mots, avant de rentrer sur le sujet, c'est une chance inouïe pour un territoire d'accueillir évidemment les Jeux Olympiques et l'arrivée de la flamme olympique. On avait zoomé sur quelques objectifs qui nous paraissaient être majeurs pour nous. Tout ce qui était accueil et information, on a rédigé une charte de l'hospitalité, on a travaillé sur une conciergerie numérique qui s'appuyait sur l'intelligence artificielle. On a beaucoup travaillé l'accessibilité, tourisme et handicap, notamment pour labelliser les sites de la marina, du stade, mais aussi des sites culturels. On a travaillé la communication avec un accueil presse multimarché avec Atout France. Et puis, on avait mis en place un guichet unique pour pouvoir répondre aux demandes des journalistes pendant les JO pour des photos, des vidéos, des accueils de presse. Évidemment, notre site internet qui était aux couleurs des JO. On a, depuis 2013, capitale de la culture, on a un club qui s'appelle le Culture Store. Et d'ailleurs, Frédéric le connaît bien aussi. Et avec, donc, on a porté un dossier avec les 17 musées aux Olympiades culturelles. Et enfin, et ça, c'était absolument fantastique et ça sera mon introduction pour l'AMI. On a fait, au moment de l'arrivée de la flamme, à Notre-Dame de la Garde, qui est évidemment cette église que tout le monde connaît tout en haut de la colline, un banquet solidaire où on avait 300 personnes qui ont invité 150 personnes qui étaient démunies. Donc, c'était à la fois des associations du diocèse, des associations du département et de la métropole, et puis des associations de personnes handicapées, puisqu'on travaille sur le handicap. Là aussi, ça fera probablement partie des sujets qui perdureront, qui n'ont pas été dans le cadre de l'AMI, mais qui ont ces Jeux olympiques ont aussi permis d'innover, de tester des projets. 2 mots aussi sur les chiffres. Le 8 mai, avec l'arrivée du Belém, 225 000 personnes qui ont été accueillies, 175 000 sur le Vieux-Port. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait, c'était incroyable. Et entre le 24 juillet et le 8 août, puisque nous, on a eu les épreuves de voile et de foot, on a accueilli 336 000 visiteurs, des touristes, des visiteurs français et étrangers, à la fois sur le stade et la marina. Ensuite, je vais rentrer évidemment sur le sujet qui nous concerne, mais j'avais quand même besoin de poser le débat, donc c'est le slide d'après. Alors, pour nous, la gastronomie, c'est une filière majeure. Et depuis longtemps, en 2019, on a lancé une année de la gastronomie, plus de 2 millions de visiteurs. On a eu 1000 événements répartis sur l'ensemble du territoire. On a été aussi labellisé Goût de France. On avait envoyé des chefs à l'étranger. Donc ça a été une volonté vraiment de la présidente du département et de poursuivre encore aujourd'hui avec une programmation événementielle autour de la gastronomie. C'est vrai que je le dis souvent, je traiterai que de cette filière, je traiterai de mon activité du tourisme parce qu'on a d'abord évidemment la cuisine, on a la créativité, on a la question des talents, on a la production agricole, on est premier département olicole de France, premier producteur de fruits, de salades, de tomates, premier producteur aussi pour la riziculture. Donc vous imaginez bien que cette question-là, elle est essentielle. 2 millions d'habitants, on a aussi besoin de maintenir un foncier agricole. Donc c'est une priorité absolue pour le département, mais aussi pour Provence Tourisme. Aujourd'hui, on maintient une programmation, des dîners insolites, un street food festival devant la Major à Marseille. On a fait des dîners à l'ouverture de la grotte Cosquer. J'en passe, mais c'est une priorité. Et évidemment, quand l'AMI est arrivée,
on s'est dit, on ne peut pas ne pas répondre. C'était pour nous une évidence parce qu'on portait déjà ce sujet-là, parce que la thématique de l'innovation, elle est essentielle. Pour un organisme comme nous, l'innovation, c'est presque dans l'ADN. On est là aussi pour tester, pour être un laboratoire au service du territoire, au service des talents, au service de ceux qui font. On a aussi un incubateur qu'on porte avec l'ESCAET et Marseille Innovation. Donc, c'était une évidence de répondre. Alors l'intention, évidemment, elle est dans l'ADN de ce territoire. On a cette culture méditerranéenne avec cette identité gastronomique. La flamme, elle a été allumée à Olympe, à Olympie, elle traverse la Méditerranée, elle arrive chez nous. On porte sur ce territoire le régime méditerranéen, qui est un modèle alimentaire valorisé pour ses bienfaits, pour la santé, mais aussi par les sportifs. Donc il y avait aussi, j'allais dire, un cercle vertueux, ça nous paraissait être une évidence. Ce sont les valeurs qui sont défendues par le sport. Et puis, la cuisine méditerranéenne, elle fait partie de ce territoire. Si vous connaissez Marseille, on a toutes les cuisines du monde, mais de la Méditerranée qui sont présentes. Donc pour nous, on savait qu'on allait travailler sur ce sujet de la Méditerranée. Donc on a porté ce projet d'une rive à l'autre et on a eu 3 grands temps forts dans le cadre de l'AMI. On peut poursuivre. Voyage en gastronomie. Le premier, c'est former et se former. On se disait que la question de la transmission, elle était absolument essentielle. On travaille beaucoup toute l'année avec les lycées hôteliers. On en a un certain nombre. Donc là, il y avait cette histoire du passage du relais. Donc on a travaillé avec les disciples d'Escoffier, qui sont aussi présents à peu près partout dans le monde, et avec nos écoles, je vais y revenir. Ensuite, les déjeuners de la flamme, qui là sont sur la digue du Large, puisqu'on a, on a depuis 3 ans la possibilité de proposer des dîners ou des apéros sur la digue du Large, qui est cette bande de terre, vous verrez la photo en face du port de Marseille, on y va en bateau. Et puis pendant tout l'été, cette question du partage, de la commensalité, du vivre ensemble à travers les apéros de l'appel du Large. Le premier sujet qui est le passage du relais, former et se former. Donc là, c'est voilà le slide d'après, je vais aller vite. Donc en plus, ils fêtaient leurs 70 ans. Donc l'idée, c'était d'associer les lycées professionnels avec des jeunes étudiants et des chefs, évidemment, à la fois des lycées, mais aussi des disciples d'Escoffier, et de travailler sur ces recettes de la cuisine méditerranéenne en lien avec les Jeux olympiques. Donc là, on peut poursuivre. Voilà, le projet pédagogique que nous avons porté collectivement, c'était évidemment porter l'héritage gastronomique des Jeux, la cuisine méditerranéenne, valoriser l'enseignement gastronomique sur la destination, donner envie de se former en Provence, donner envie de transmettre, participer à ce que la Provence devienne un leader de la gastronomie en France. Et donc, on a travaillé sur ces sujets-là, quels produits, quels plats, quels services, quels arts de la table. Et on a permis aux élèves de réfléchir à tout ça collectivement avec les chefs et les professeurs des écoles, mais aussi les disciples d'Escoffier qui ont aussi apporté leur expertise sur le sujet. On peut poursuivre. Donc là, vous avez, je ne vais peut-être pas le détailler parce que j'imagine que la présentation sera fournie à tout le monde. Vous avez les menus qui ont été imaginés par les lycées, donc que ce soit la Cadenelle, le lycée Jean-Paul Paseda, donc les lycées qui sont à Marseille. J'y reviendrai par la suite, mais ça aussi, c'est une demande de ces lycées de poursuivre. Donc, on a démarré ce projet-là, mais il va perdurer à l'avenir. Deuxième sujet, et non des moindres, donc là vous avez les photos, qui sont les déjeuners de la flamme. Donc là, c'était une première pour nous. Donc ce sont des déjeuners orchestrés à 4 mains. On a souhaité avoir des chefs femmes et avec des duos évidemment de chefs qui étaient des hommes. Donc on avait vraiment des équipes constituées avec à la fois des chefs cuisiniers qui étaient issus du territoire et puis des chefs qu'on a invités de la Méditerranée. Avec un directeur artistique avec lequel on travaille depuis longtemps, qui est Emmanuel Perraudin, qui travaille avec nous sur les dîners insolites, qui est un chef nomade, qui est un historien, qui raconte des histoires. Et on avait besoin aussi, sur ces déjeuners de la flamme,
de raconter le territoire, de raconter la Méditerranée, de raconter l'arrivée du bateau, des Phocéens. Donc c'était aussi, au-delà de la cuisine, cette question du récit qui était vraiment importante. Et là, on est toujours dans cette période de l'arrivée de la flamme, hein, 10, 11 et 12 mai. On a eu un premier duo. Vous verrez après les menus avec Laetitia Wyss, qui est une chef absolument formidable, qui propose une tradition bouchère, ce qui est rare, et qui a créé un resto à Marseille qui s'appelle La Femme du Boucher. Donc, elle fait des choses, des pâtés en croûte, des choses à base de saucisses, ce qui est assez rare aujourd'hui dans le monde dans lequel on évolue. Et elle était associée à Mauricio Pinto, qui est un chef qui est venu de Gênes spécialement et qui a consacré toute sa carrière professionnelle à l'enseignement et la transmission de son savoir et de la gastronomie italienne. Donc, ils ont travaillé dans le restaurant de Laetitia et ils ont imaginé ensemble un menu qui a été coproduit et co-concocté, imaginé vraiment à deux. Deuxième duo, on peut poursuivre. On a eu Sarah Chounier, qui est une chef, alors, qui au départ était violoncelliste. Et c'est intéressant aussi, mais je pense qu'on peut le voir partout en France, qu'on a aujourd'hui des jeunes chefs qui viennent d'ailleurs, qui ont eu d'autres métiers, et qui a ouvert un restaurant à Paris, à Marseille, qui s'appelle Regain. Et elle vient juste de partir à Paris pour ouvrir un autre restaurant à Paris. Et donc, qui là, c'est un bistrot contemporain, convivial, voilà, simple et joyeux. Et elle était associée à Issam Rachi, qui lui est un chef qui est de Marrakech. Et qui dirige aujourd'hui les cuisines du Parc Yacht à Marrakech. Il a été couronné en 2017, titre de grand de demain par le Go Emilio, donc un grand chef avec qui on a gardé des liens. J'y reviendrai aussi sur la suite. Et puis le dernier duo, Mathieu Roche, qui est un jeune chef marseillais qui a commencé à Aix, au Clos de la Violette, et qui a monté un restaurant aussi avec sa compagne Ouréa, en plein cœur de Marseille. Et là, il était avec Yaline Yassizioglou, je l'ai peut-être mal dit, qui est à Istanbul, qui a un restaurant qui s'appelle Nicole. Et là aussi, vous avez les menus qui ont été imaginés ensemble. Bon, je ne sais pas s'il y a la photo, je crois, sur la digue du Large. Donc, voilà, les déjeuners de la flamme, pour nous, c'est un premier projet aussi qu'on souhaite poursuivre à l'avenir. On a même l'idée, pour tout vous dire, de faire la même chose dans les pays de l'autre côté. Donc, voilà, un dossier qui s'ouvre sur un autre projet à venir. Les déjeuners de la flamme et enfin, les apéros de l'appel du large. Donc là, pendant tout l'été, on a proposé au restaurant du territoire, hein, et évidemment de la Méditerranée, de venir proposer, alors ce sont des assiettes simples, hein, des apéritifs, sur la question du vivre ensemble, de la convivialité, de l'hospitalité, du partage, de la commensalité. Donc là, vous avez les chiffres. On a eu beaucoup de Marseillais et puis on a eu près de 3000 personnes qui sont venues profiter de ces apéros de la digue du 27 juillet au 8 août, donc sur la digue du Large. Vous avez par la suite la digue du Large, vous la voyez, hein, qui est ce balcon sur la Méditerranée. Voilà ce que je peux dire. Alors, j'avais envie de dire en conclusion que cette AMI, ça nous a permis d'imaginer ce projet-là qu'on n'aurait pas pu poser comme ça avec ces duos de chefs. Ça nous a ouvert sur l'innovation et la créativité. Pour nous, ça a été vraiment, j'allais dire, un tremplin vers ce projet-là. Ça nous a permis aussi de poursuivre ce travail en transversalité, c'est-à-dire la gastronomie, c'est évidemment un projet culturel, mais qui touche aussi le sport. Ça va au-delà, en fait, simplement que des repas à partager. Et puis, l'héritage, il est là. On va poursuivre à la fois les apéros, évidemment, cette année, et je pense qu'on maintiendra aussi ces thématiques, les déjeuners de la flamme également, et puis un travail encore
j'allais dire, encore plus fort avec les écoles, puisque toute l'année, j'allais dire, on travaille avec les écoles sur la programmation Marseille-Provence Gastronomie qui perdure depuis 2019. Est-ce que j'ai été trop longue un peu? C'est parfait. J'ai fait Non, très bien. je ne pouvais pas aller plus vite. Merci en tout cas. Et puis je répondrai aux questions peut-être à la fin des présentations, je ne sais pas. Oui, alors on peut faire quelques questions-réponses entre chaque intervention, si vous le souhaitez. Là, je ne vois pas de questions dans le fil de conversation. Moi, j'en aurais bien une Vas-y. volontiers, Ouais. Isabelle, encore qu'on s'est beaucoup parlé. Je voulais, alors, on a bien compris, et d'ailleurs, on est vraiment ravis que ces 3 temps puissent se reproduire, et notamment dans la Méditerranée, sur des dynamiques de l'autre côté de la Méditerranée. Et moi, je me posais simplement la question de savoir si vous aviez un peu fait des émules dans d'autres métropoles ou communes de PACA tout court, ou peut-être des Bouches-du-Rhône, parce que finalement, alors pour tout ou partie, on peut reproduire finalement des apéritifs, on peut reproduire des déjeuners, on peut peut-être, là on est sur une digue, c'est formidable, mais on peut être aussi sur d'autres lieux. Donc je voulais savoir si vous avez aussi déjà approché, ou si vous avez été approché plutôt, pour Oui, reproduire quelques-uns de ces événements en PACA tout court, voire au-delà. absolument. Oui. Et D'accord. moi, c'est ce que je dis, hein, plus on aura aussi de projets, moi je donne tout. La façon dont on a travaillé, plus on sera à travailler comme ça, j'allais dire, puisqu'on travaille les circuits courts, nos talents au plus près des territoires de ce qu'on est. Voilà. Donc on a le Var qui nous demande de faire des dîners insolites, par exemple, cet été. Donc on est en train d'y réfléchir. J'ai le Pont-du-Gard, donc j'allais dire mes voisins qui me demandent. Et puis, par exemple, ça a été l'année des impressionnistes. J'ai travaillé avec mes homologues pour pouvoir aussi proposer des dîners. Bon, moi, par exemple, l'année prochaine, j'ai l'année Cézanne. Je sais qu'on va travailler aussi sur la gastronomie autour de Cézanne. Donc, je suis sollicitée par mes homologues pour pouvoir expliquer comment on a fait, les écueils, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, puisque chaque territoire peut tout à fait, avec ce qu'il porte comme ADN, comme produit, j'allais dire décliner la même chose. Donc oui, bien sûr, et de plus en plus, et j'en suis ravie parce que je pense que la gastronomie, d'abord, c'est aussi l'image de la France, mais c'est aussi, surtout, j'allais dire, l'image de nos territoires. On a vraiment des choses spécifiques à démontrer. J'ai vu qu'il y avait une question sur le prix. Alors, les repas, ils sont relativement chers, enfin chers. On prend un bateau, on a un repas à 4 mains, de l'apéro, entrée, plat, dessert, vin, pousse café, tout est compris. C'est 80 euros. Il y a aussi le directeur artistique et tout ce qui est mise en scène, puisqu'on considère, nous, ces dîners comme un projet culturel, je le dis chaque fois, mais c'est comme si on venait à un spectacle. Et par exemple, les dîners insolites, les menus ne sont pas présentés parce qu'en fait, c'est un temps hors du temps, un temps éphémère, un temps où on partage aussi avec des gens qu'on ne connaît pas ce repas qui est tellement essentiel aujourd'hui pour partager, j'allais dire, plein de choses, pour discuter. Voilà, c'est aussi le temps des palabres. Donc, c'est 80 euros. Par contre, les apéros n'étaient pas chers, puisqu'il y avait juste le trajet pour venir sur les bateaux. Puis après, il y avait des petites assiettes calées. On avait maîtrisé, j'allais dire, dans le cahier des charges, entre 5 euros et 15 euros les petites assiettes à partager. Mhm. Ok, une autre question. Donc un dispositif adapté à tous les budgets et une expérience polysensorielle. En fait, la gastronomie apparaît comme un ciment culturel pour Oui, aller permettre les rencontres. absolument. Donc là, on a une question en lien avec la dimension agritouristique et économie des terroirs. Avez-vous associé, Isabelle, les chambres d'agriculture à ce dispositif? Alors absolument. Alors c'est vrai que ce dispositif de l'AMI s'inscrit dans ce projet plus global et ça ressemble aussi à nos dîners insolites, hein, où on a cette grande table à partager. On travaille énormément avec la Chambre d'agriculture, on travaille avec le monde agricole.
tous les vignerons ont été contactés et participent. L'huile d'olive, elle est différente sur chaque repas. On travaille depuis, par exemple, les dîners insolites, depuis 2019, on a eu 100 chefs différents qui ont participé, à la fois des chefs, j'allais dire, qui étaient installés, mais et là, c'est presque notre mission, des jeunes chefs qui n'étaient pas installés, je parle de Sarah Chouni ou Laetitia Wyss, n'avaient pas encore de restaurant quand elles sont venues faire les dîners insolites. Donc, on est là pour mettre le pied à l'étrier. Donc, et j'allais dire, d'ailleurs, c'était le thème de 2019, c'était le produit qui était la star du projet. Et ça le reste, on est un département agricole, donc la question de l'agriculture, elle est, j'allais dire, absolument essentielle. Et oui, je travaille avec les mines. Là, on a un gros projet avec le marché d'intérêt national de Château-Renard ou de Marseille. Donc voilà, c'est un grand oui. Très bien. Très bien. Comment s'articule Marseille-Provence Gastronomie? Quel est le type de gouvernance de ce collectif? Êtes-vous maître d'œuvre en contact direct avec les chefs? C'est une question Oui, d'Emmanuel. alors c'était très intéressant parce qu'en 2019, quand la présidente du département a souhaité qu'on travaille là-dessus, il y avait deux options. Soit créer une association, comme ça se fait souvent quand on lance un projet de ce type avec des Mhm. externes, soit, et ça a été le choix, le confier à son agence départementale qui allait évidemment s'adosser, parce qu'on avait un jury pour sélectionner, donc je suis allée chercher évidemment des experts, ne l'étant pas du tout, encore maintenant je ne le suis pas, mais vous imaginez en 2019, j'étais plutôt une pro du tourisme. Donc on est allé chercher vraiment des expertises, on a travaillé avec des chefs, des historiens. Par exemple, je travaille toujours avec les Grandes Tables de la Friche, qui est un producteur d'événements, ou avec les Jardins du Cloître. Donc, voilà, je me suis vraiment. J'ai élargi le prisme pour travailler avec ceux qui savaient, mais par contre, c'est porté par Provence Tourisme. Et c'est ce qui a permis, je pense, la longévité de ce projet. C'est-à-dire que chaque année, on a une programmation parce que finalement, c'est Provence Tourisme, dans le cadre de ses missions, qui développe une activité spécifique, Marseille-Provence Gastronomie, qui est une marque, en fait, portée par Provence Tourisme. Très bien. Donc ça J'espère devient que j'ai bien répondu. un rituel au Ouais. service d'une culture de la marque et de Absolument. l'identité. Par contre, ce qui a Super. changé, c'est que en 2019, j'ai intégré une petite équipe événementielle. Par exemple, le Mhm. banquet de Notre-Dame de la Garde, Mhm. on l'a produit entièrement en interne. Le Street Food Festival, qui valorise la cuisine de rue, mais locale, hein, toujours pareil, Mhm. qui se fait à côté de la Major à Marseille, 45 000 personnes en 2 jours, donc un très grand festival, c'est produit complètement en interne. J'ai Ok. 3 personnes j'ai un régisseur et une responsable événementielle. Et ça, c'est assez unique, je pense, à l'échelle des organismes comme les nôtres. Et néanmoins, Ah, je pense que absolument. Mhm. c'est vraiment intéressant. Mhm. Super. Ben, merci beaucoup en tout cas Isabelle. Merci, j'étais un peu longue, mais Bien. j'aurais Très pu parler intéressant. encore plus longtemps, mais merci. Alors on va tout de suite prendre l'avion, hein, rejoindre Laura qui est avec nous, je crois, à La Réunion, notamment sur le festival. Alors Innovation qui a. Mais est-ce que Laura est là pour peut-être euh, comment dire, prendre la parole? Me disait qu'elle était en ligne. Laura, Laura. oui, elle dit bonjour dans le chat. Vous Elle pouvez dit allumer mon bonjour. micro. Ah, ok. Marianne, tu peux. Alors, on va donc présenter donc Laura en attendant de gérer ce sujet de micro. Donc ça, il s'agit d'une première édition hein, d'un Réunion Food Festival hein, qui s'est tenu en juin, à l'occasion aussi du passage donc, de la flamme olympique à La Réunion, parce que comme vous le savez, la flamme olympique a parcouru l'ensemble de l'Hexagone et des Outre-mer, au-delà d'ailleurs comment dire, des épreuves à Tahiti, et donc a mis en exergue la gastronomie, le terroir, toute la richesse touristique de l'île de La Réunion, également un actif gastronomique qu'on méconnaît avec un nombre important de participants, mais je ne veux pas, entre guillemets, spoiler l'intervention de Laura, mais en tout cas, il y a eu un très grand succès, je crois, de cet événement, qui a dû à plus jongler avec quelques contraintes de sécurité et sur lesquelles ils ont quand même fait beaucoup de choses, beaucoup de couverts, beaucoup de show cooking, beaucoup de repas et avec, je pense, l'ambition de le poursuivre. Donc voilà.
On va Voilà, vous trouver avez le tout nom. dit. Oui, Merci, voilà, Marianne. super. Excuse-moi, Laura, j'ai essayé de. Pas de Voilà. souci. Non, mais c'est bien parce que d'avance, je m'excuse parce que je vais devoir être très rapide. Parce qu'à La Réunion, là, il est 18h32 et à 19h, j'ai mon. C'est comme un deuxième Réunion Food Festival, mais cette fois-ci sur la fête de l'agriculture pendant 4 jours. Et j'ai mon dîner des partenaires qui commence. Bon, j'ai loué une petite location ici, j'ai pu trouver un moment, mais voilà, je vais être très rapide. Donc bonjour à tous. Donc je suis Laura de l'Ercider, j'habite à La Réunion depuis 10 ans maintenant. J'ai une agence de développement de projets qui s'appelle Innovation. Donc, c'est une petite structure. On n'a pas de salariés. Enfin, on avait une alternante à ce moment-là. On est 2 associés. Et j'ai aussi un média depuis 4 ans qui s'appelle Le Bon Zeste, un média sur la gastronomie et le terroir réunionnais. Magazine, vidéo et événements. En 2022, juste après le Covid, il y a eu France Relance qui a lancé un premier appel à projet qui s'appelait l'année de la gastronomie. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé l'idée du Resto La Cour, les restaurants éphémères avec des grands chefs dans les quartiers prioritaires de la ville. C'est un concept qui a vraiment beaucoup marché, mais souvent, du coup, le grand public, voyant ça sur nos réseaux, était un peu frustré et nous demandait ben, quand est-ce que vous ouvrez ce concept au grand public. Et donc l'idée, c'est vrai, nous trottait dans la tête depuis un moment, parce qu'il y a aussi bah, La Réunion, effectivement, le tourisme culinaire, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, la stratégie du tourisme culinaire, surtout sur certains territoires, on va dire, où il n'y a pas d'accès à l'océan, à la plage. Voilà, il faut qu'on mette d'autres choses aussi en avant. Puis il y a cette multiculturalité qui fait on a vraiment une gastronomie riche et un terroir encore plus riche. Donc du coup, quand on a vu passer l'appel à projet d'Atout France, on s'est dit, bon, bah, bingo, c'est le moment de tenter notre chance, hein. Et on a été très heureux du coup de pouvoir organiser ce premier Réunion Food Festival, donc qui a eu lieu du 13 au 16 juin. Alors effectivement, on a eu quelques petits problèmes puisqu'on n'a pas pu, il devait s'ouvrir le jour de la venue de la flamme, mais pour des questions de sécurité dans la capitale de Saint-Denis, on a dû décaler comme apparemment beaucoup d'autres participants ont dû décaler pour des questions de sécurité. Donc on a ouvert le lendemain et encore, on a eu une alerte orange cyclonique donc au mois de juin, ce qui est très rare, très très rare à La Réunion, surtout dans le nord. Donc voilà, c'est vrai qu'on a eu des difficultés, mais ça n'a pas terni, on va dire, le festival qui a trouvé son public pour cette première édition et qui a surtout permis de créer vraiment du lien entre les chefs qui souvent sont dans leur cuisine et attendent qu'il y ait des événements pour pouvoir sortir, bah, team builder avec leurs équipes, voir autre chose et aller à la rencontre vraiment directe ben, des consommateurs en fait. Donc l'idée du Réunion Food Festival, c'était vraiment de montrer l'excellence de nos savoir-faire, de nos chefs à La Réunion, mais aussi des jeunes pousses. Parce que on a des chefs qu'on appelle EcoBox. À La Réunion, il y a des EcoBox, mais je pense aussi ailleurs qui sont des petites cases à loyer très bas qui permet aux jeunes de se lancer, pas que jeunes, hein, il y a aussi des personnes plus âgées, aux cuisiniers, aux chefs de restaurant de se lancer pour des loyers très bas. Et en fait, on a eu l'idée ben, de les faire venir sur le festival pour vraiment ben, les aider à s'améliorer, parce qu'on a fait des masterclass en amont, et aussi du coup à se faire connaître. Donc, on peut passer la slide là, je pense. Voilà, donc alors, on a eu aussi la chance de pouvoir inaugurer aussi le nouveau square. Alors, il y a la préfecture de La Réunion qui est à Saint-Denis, qui est vraiment face à la mer, sur le Barachois. Et ils ont réaménagé tout un parking, un ancien parking, en magnifique square, en jardin. Et c'est vraiment le lieu qu'on voulait. On a dû voilà, pousser des coudes pour avoir ce lieu, mais on a pu du coup faire l'inauguration du lieu en même temps. Et c'était sur le parcours de la flamme originelle, mais malheureusement, on a été décalé. Donc, un programme gourmand, voilà, comme vous pouvez le voir, un grand restaurant éphémère gastronomique. Donc, on fait des grands restaurants comme ce soir à la fête de l'agriculture à Saint-Paul. Voilà, ça, c'est encore un effet, un rebond du Réunion Food Festival, hein. La mairie de Saint-Paul, ayant vu ce qu'on a fait au mois de juin à Saint-Denis, nous a tout de suite appelé pour faire cela au mois de décembre à Saint-Paul. Donc, c'est super. Donc, on avait un grand restaurant éphémère gastronomique de 100 places avec des grands chefs, des accords mets et vins, des pâtissières qui étaient complets bah, très vite hein, sur les 4 dates en tout. C'était 800 personnes, il me semble. Des show cooking, donc avec des partenaires et des grands chefs. Voilà, on peut peut-être voilà, passer
sur chaque slide. Non, mais c'est mieux, oui. Effectivement, ça m'aidera aussi à me remettre dedans. Donc, 700 repas gastronomiques servis à table. L'idée, c'est vraiment de créer des... bah, c'est un peu comme le fait la Provence, c'est de créer de grandes tablées pour créer du lien, du partage entre les gens, hein. C'est ça, la cuisine, c'est fait pour la partager et elle est encore meilleure quand on est bah, avec des gens sympathiques et qu'on peut discuter. Voilà. Donc, et aussi, c'est l'utilisation de 90%, si on peut, parce qu'à La Réunion, des fois, c'est un peu compliqué, de produits locaux. Ça, c'était très important pour nous. Et de faire présenter aussi à chaque fois l'agriculteur qui venait et qui présentait en même temps que le chef le produit qu'il y avait dans l'assiette. Donc ça, c'est le restaurant éphémère gastronomique. Il y en a eu du coup midi et soir. Voilà, donc là, vous avez quelques photos des grands chefs. Donc c'est vraiment les grandes tables de la Réunion, hein, le Palme, la Villa Fleurier qui fait partie de la liste des 1000 meilleurs restaurants du monde, des cuisinières, des chefs pâtissières. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a énormément plu, hein, les show cooking et dégustations. Donc à partir de produits de nos partenaires, voilà, 3 fois par jour, il y avait des show cooking. Et donc cette année, l'espace était un peu restreint et il y avait beaucoup de monde. Donc du coup, pour l'an prochain, on va vraiment créer un espace central show cooking avec des écrans et des rediffusions parce que c'est quelque chose qui a vraiment plu aux participants. Donc, et des dégustations, bien sûr, gratuites, hein. C'est pour ça qu'on prend des partenaires aussi. On peut passer cette slide. Voilà, quelques images des show cooking. On peut passer. Voilà, le food court des chefs. Donc, en plus du restaurant éphémère qui était sur réservation en ligne, pour les gens bah, qui n'ont pas vu passer la com ou qui venaient se balader dans le parc, bien sûr, il y avait 2 food courts avec à chaque fois 3 chefs sur chaque food court qui chaque jour proposaient un plat à des tarifs très accessibles. Donc, c'était l'idée, c'était de 5 à 8 euros l'assiette. Et donc là, par exemple, sur la photo, vous voyez une dame qui est justement chef EcoBox, Manger la case, qui fait des sautés mines. Et en fait, elle a fait un masterclass en amont avec d'autres chefs du food court grâce à la CMA, donc à la Chambre des métiers et de l'artisanat de La Réunion, qui nous ont prêté les espaces, etc. Et avec un grand chef d'un hôtel 4 étoiles pour essayer d'apporter une touche plus gastronomique et plus locale à son plat de base. Donc, par exemple, pour son sauté nouilles, je sais que pour la coquetterie, elle a rajouté du charbon pour faire des nouilles noires, en fait. On a une autre chef qui a en fait réalisé son pain maison, sa mayonnaise maison. Voilà. Leur apprendre à utiliser les ressources locales et à faire du bon et du maison et leur montrer que ça coûte pas plus cher en fait de faire son pain soi-même ou voilà. Ça, c'était vraiment l'idée derrière le food court des chefs. Donc là, voilà, plus de 1200 repas servis sur 2 jours et demi. À vrai dire, c'était la première édition. On savait pas trop au niveau de la quantité ce qu'on devait faire. Et le premier soir, on a été à 21 heures en rupture parce qu'on avait dit au chef ne prenez pas trop, on voudrait pas qu'il y ait du gaspillage, on ne sait pas s'il va y avoir. On a été en rupture du coup le premier soir de nourriture pour un Réunion Food Festival. C'était un peu compliqué, mais il y avait des bons concerts, du vin et on a du coup on a on a corrigé le tir pour le week-end à venir. On a demandé au chef de vite produire dans la nuit beaucoup plus parce que il y avait eu beaucoup plus de monde qu'on le pensait. Voilà, on peut passer. Donc voilà, food court des chefs, donc des propositions culinaires différentes, plus de 20 chefs à découvrir. Voilà, là c'est les masterclass que vous pouvez voir sur les photos à gauche avec les chefs. Et au final, donc il y a eu un concours pour élire du coup ben, la personne qui s'est le plus appliquée dans on va dire la revalorisation gastronomique de son plat. Et c'est justement Manzé Lacasse, comme vous pouvez le voir à droite, qui a gagné ben, le premier prix et qui était très ému de ça. Donc ça, c'est une superbe expérience pour vraiment faire rencontrer les grands chefs et pas les petits, on peut pas appeler petits, mais les chefs qui débutent ou qui, voilà, qui n'ont pas la même résonance et de créer du lien sur tous ces réseaux, en fait. Et ça va être aussi également, on va le refaire l'année prochaine, forcément. Voilà, on peut passer. Alors, on avait un espace food court gourmand qui est un peu pour l'Adi Café. Alors, l'Adi l'a fait ici à La Réunion, c'est la rumeur. Donc, quand on est dans les cafés, c'est vrai qu'on se raconte des rumeurs et du coup, on l'a changé en l'Adi Café. Voilà le jeu de mots. Donc là, on avait tous les jours différents pâtissiers, glaciers, même des fromagers, pop-corn, voilà, qui servaient des douceurs aux festivaliers.
Voilà, alors comme c'est un jardin, et ça nous tient à cœur le terme de balade gourmande à La Réunion, l'idée c'était aussi de faire découvrir nos artisans, nos producteurs locaux. On s'est associé avec le département de La Réunion qui a lancé une marque qui s'appelle 100% La Réunion. Donc ce sont des produits qui sont labellisés, tous les ingrédients du sucre à l'huile, enfin voilà, doivent être issus de La Réunion. Et du coup, il y avait une vingtaine d'exposants différents chaque jour. Ils avaient des petits stands en bois qu'on avait fait construire pour que ça soit en harmonie avec le jardin. Et du coup, ça permettait au public de déambuler en fait dans tout le jardin et de découvrir la balade gourmande réunionnaise. Voilà, quelques photos. Et c'est bien aussi parce que ça a créé du lien. Est-ce qu'on peut revenir juste en arrière 2 minutes? Par exemple, sur la photo, la troisième rangée en bas, le chef Sushiman a rencontré la dame qui fait de la confiture de gros piment, la dame au chapeau. Et du coup, il s'est dit, tiens, intéressant. Et il lui a pris un pot et sur place directement, il a fait un sushi et il a mixé avec le gros piment en fait de la Réunion et ça a fait fureur en fait dans la journée. Donc voilà, cette histoire de mailler, en fait, de créer du lien, c'est quelque chose qui est très important pour nous et qui nous fait plaisir quand on voit que ça fonctionne et que ça marche. Voilà. On peut passer. Donc toujours la petite balade. Alors voilà, la petite école du vin. Donc la gastronomie française, c'est aussi, ça va de l'apéro au dessert et c'est aussi son vin. Et à La Réunion, on a la chance d'avoir, alors peu de gens le savent, mais on a les chais de Sillaos. Donc on a des producteurs de vin dans un des cirques de La Réunion, hein, le plus vieux. Voilà, et donc qui venait pour faire déguster son vin qui est venu sur le festival. Et donc on avait l'école du coup qui expliquait, pour vraiment donner un aspect plus, on va dire, œnotourisme, expliquer les cépages, etc., qui expliquait aux passants les différents types de cépages qu'il y a à La Réunion. On peut passer, pardon. Bien sûr, bah voilà, on est dans un festival, il faut qu'il y ait des animations pour petits et grands. Donc on avait installé, parce qu'il y a un jardin, il y avait tout un espace, une pelouse où on avait mis des saisies par terre, parce que ça rappelle le pique-nique réunionnais, qui est quand même une institution à La Réunion. Donc les gens prenaient au foot court et pouvaient s'installer par terre avec les enfants. On avait un artiste qui a réalisé pendant les 4 jours une fresque géante, participative, hein, les enfants donc, pouvaient y participer. On a eu des ateliers de cuisine, voilà, différentes animations tout au long des 4 jours. L'idée, c'est vraiment de passer du bon temps ensemble. On peut passer. Voilà, donc je parlais de l'artiste à gauche. On a fait 3 ateliers culinaires sur place également, parents-enfants, qui ont très bien fonctionné. Et notre partenaire qui est Midioneo, qui est l'équivalent enfin c'est Veolia, qui est venu installer son bar à eau également durant le week-end. Alors, on avait une scène sur le festival et l'idée, c'était aussi d'apporter du contenu. Donc, il y a eu des ronds causés, c'est-à-dire des conférences, des ateliers sur différentes thématiques. Alors, lorsqu'il n'y a pas eu la pluie, parce que c'est un amphithéâtre ouvert qui est impossible de recouvrir. Donc, il y a eu certaines conférences, malheureusement, on n'a pas eu de chance sur ce coup-là, ont dû être annulées. Mais voilà, l'idée, c'était de pouvoir donner la parole aux chefs aussi, qui racontent leur histoire, qui inspirent les plus jeunes. Voilà, et de créer du lien entre les différents corps de métier qui a tout autour du tourisme et de la gastronomie, en fait. On peut passer. Donc voilà, là, c'est quelques exemples de conférences qu'il y a eu. On parle de spiritourisme, on parle d'agrotourisme, d'agritourisme, d'innovation touristique. Voilà, on a un peu été sur tous les sujets qu'on connaît. Et le soir, cette même scène gourmande donc se transformait en scène gourmande musicale avec du coup des artistes locaux euh, voilà, jusqu'au bout de la nuit. Mais on a dû annuler 2 soirées-concerts à cause du temps. Donc le bilan de cette première édition, alors à la base on avait prévu sur les 4 jours 4000 visiteurs. Donc effectivement, comme je vous le disais, il y a eu un jour en moins à cause de l'alerte cyclonique orange où on n'a pas pu ouvrir en fait au grand public à cause des CTS, des chapiteaux, c'était interdit. Et puis il y a eu vraiment des jours de mauvais temps, mais on a vu quand même des visiteurs, des braves visiteurs avec des parapluies venir quoi qu'il en coûte.
sur le Réunion Food Festival. Donc 2500 visiteurs, ça correspond vraiment, c'est proportionnel au temps d'ouverture par rapport à l'objectif de 4000. Donc on est très content. 1200 repas servis, des bouchées dégustation pour plus de 1000 personnes. Et surtout, on a pu mettre en commun voilà, environ 90, une centaine, j'arrondis, hein, une centaine d'artisans du goût, où dedans on met les chefs, les pâtissiers, les producteurs, les agriculteurs, voilà, de créer du lien, c'est quelque chose qui pour nous était très important. Et cette édition a eu aussi un franc succès parce que pour une première, on a eu plus de 50 partenaires publics et privés qui nous ont permis de faire ce festival et qui en redemandent parce que tous, enfin, on a eu des super bons retours et tous espèrent qu'il y ait une seconde édition l'an prochain. Et donc, c'est bel et bien confirmé. Et ça, oui, c'est bel et bien confirmé par la mairie de Saint-Denis qui nous a dit qu'il nous donnait le lieu à nouveau et qui nous accompagnerait pour faire une seconde édition encore plus grande. Donc, on élargirait encore plus le festival en prenant, il y a un grand parking à côté, on prendrait le grand parking à côté, voilà. Donc, une très belle édition. Et comme je disais, qu'il y a eu, voilà, ça c'est tous les partenaires, qui a fait ses petits parce que ce soir même, on est pendant 4 jours sur la fête de l'agri-culture à Saint-Paul. Saint-Paul, c'est la plus grande commune de France, géographiquement parlant. Et cette fois-ci, on est sur un autre type de public. On est dans les Hauts de la Réunion. Donc c'est un peu différent. Faut s'adapter en termes, encore une fois, de prix, hein, mais on reste très accessible, mais également en termes de produits, de saveurs. Voilà, mais on est très content d'avoir peut-être 2 rendez-vous du coup annuels, hiver austral avec le Réunion Food Festival au mois de mai-juin et la fête de l'agriculture qui est un peu plus dans les hauts au mois de décembre chaque année. Voilà. Et juste, je voulais ajouter quelque chose. Effectivement, alors nous, on lit. Vous voyez, par exemple, ce soir, dans nos cuisines, il y a des chefs, des apprentis de l'AFPAR. Voilà, l'idée, c'est d'avoir des jeunes. On n'a pas pu le faire au mois de juin parce que malheureusement, c'était la période où ils étaient tous en stage. Et certains sont venus le soir après leur boulot, mais c'était compliqué. Mais l'idée de base aussi derrière les événements gourmands qu'on fait, c'est vraiment parce qu'on a un problème de recrutement à La Réunion et on a un problème de chômage chez les jeunes. Donc, on va faire quelque chose qui a du sens. Donc, c'est de créer un événement qui permet peut-être et ça a marché sur nos restos La Cour avant, on a envoyé des jeunes en formation cuisine, parce qu'ils ont pu faire avec des grands chefs, ils ont dit waouh, c'est génial, et hop, ils sont partis en formation cuisine. Donc voilà, l'idée, c'est, comme madame juste avant moi, cette transmission, ce partage, ce lien avec les jeunes, c'est très important pour nous et c'est quelque chose qui prendra beaucoup de place parce qu'on va construire un gros partenariat avec l'AFPAR dès début janvier, donc sur le prochain Réunion Food Festival en mai 2025 cette fois-ci. Merci. Merci. Bravo. Alors, Il les questions. y a des questions avant que Laura nous quitte, si je suis là. Non, écoutez, c'est très, très clair, Laura. Merci. Très clair. Merci à tous et bon webinaire et à bientôt, j'espère. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne Au revoir. soirée. Merci. Merci beaucoup. Alors, maintenant, nous nous orientons en Bourgogne-Franche-Comté. C'est ça. Voyage, c'est bien. Voyage. Et même nous, on avait une vigilance orange pour les orages. Ah oui. Pas à La Réunion, mais on avait une petite vigilance aussi. Donc, Emmanuel, on va sans plus tarder te donner la parole pour le coup, Oui. pour l'opération Fantastique Pique-Nique, qui a un petit peu d'historique, mais qui était très particulière cette année, à la faveur donc aussi des Jeux Olympiques. C'est ça, tout à fait. Donc, si on peut, voilà, aller sur la première slide. Effectivement, nous, le Fantastique Pique-Nique, c'est un événement qui est organisé par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, donc depuis 14 ans. Il est né, en fait, suite à l'inscription du patrimoine gastronomique,
de la gastronomie, pardon, au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2011. Donc, généralement, chaque année, en fait, on propose, donc nous, aux habitants, donc c'est un événement qui est vraiment moteur voilà, de faire bouger l'habitant, attractivité de la région, etc., en local, en famille, groupe, c'est couple d'amis, pour venir, en fait, partager le savoir-faire dédié au tourisme, à la gastronomie sur le temps de un week-end et dans toute la région. Donc en fait, chaque année, on a entre 30 à 60 partenaires qui s'inscrivent et qui organisent eux-mêmes un événement que Bourgogne-Franche-Comté Tourisme fédère et coordonne. Donc voilà, si on peut, je vais avancer sur ce concept. Donc les chiffres clés de cet événement, donc régional cette année, on a eu 35 organisateurs, environ 3000 participants sur la totalité. Donc une une petite année, on va dire, en termes de participation. On a été quand même très voilà, dépendant de la météo avant et pendant l'événement. Parce qu'effectivement, nous, c'était au mois de septembre, je vais le venir après, pour clôturer en fait tous les Jeux olympiques et paralympiques. Donc on était sur le week-end du 7-8 septembre. Donc on se mobilise beaucoup au sein de l'équipe pour aller voir tous nos partenaires sur tout le territoire en fait le jour J. Et puis effectivement depuis plusieurs années on donne aussi un côté responsable, durable dans notre cahier des charges pour promouvoir l'accessibilité en train, le tri des déchets, la vaisselle lavable, etc. Donc cette année, année particulière grâce à Atout France, donc avec bien sûr la contribution de l'AMI et puis de bénéficier cette dynamique des JO pour en fait réinventer un petit peu cet événement. Alors on va pas dire qu'on a tout réinventé cette année, mais vraiment ça nous a donné cet élan. J'en parlerai plus en conclusion, mais voilà, ça nous a vraiment aidé à reprendre cet élan et puis à reprendre en fait la main sur l'événement. Cette année, donc on s'est dit, ben, nous aussi, en fait, c'est pas notre métier premier, hein, comme voilà, je vois, voilà, Provence Tourisme qui a vraiment une délégation dédiée à ça. C'est pas notre métier premier d'être organisateur en direct d'événements. Mais là, on s'est dit, il faut qu'on reprenne la main. Et puis surtout qu'on aille chercher des nouveaux partenaires aussi sur cette thématique des JO. Et puis un nouveau concept, un nouveau fil rouge. Et là, on a proposé aussi à nos partenaires qui organisaient leur propre événement Fantastic Picnic, bien sûr, d'y intégrer des activités autour de l'olympisme, de la santé. Et puis un menu bien-être en mettant en avant les produits pour les sportifs ou les sportifs du dimanche. En tout cas, que dans notre région, comme dans tous nos terroirs, souvent, on peut paraître aussi avoir une alimentation assez lourde, enfin des choses en sauce, en Bourgogne, la Franche-Comté, la saucisse de Morteau, etc. Donc tout ça, on a trouvé aussi plein d'astuces pour les rendre de manière plus moderne et vraiment bien-être. Donc avec le soutien d'Atout France, on a organisé nous-mêmes donc un fantastique pique-nique olympique au village gastronomique à la Cité internationale de la gastronomie et des vins, donc sur une journée. Donc, ce programme, il a pu être enrichi donc grâce à notre partenaire aussi, le GPPR, hein, les produits gourmands de Bourgogne-Franche-Comté, qui co-anime avec nous toutes les filières en fait hein, de produits de la région et des chefs. Donc, on a eu un pique-nique qui a été préparé par un chef avec une démonstration culinaire, de la vente de pique-nique qui a pu se faire à l'avance sur place, un bar à cocktail éphémère. Donc nous, on était plus sur environ une jauge à 200 personnes environ sur la journée, en plus donc de tous les événements qui sont passés dans la région. On peut avancer. Voilà, là c'est quelques photos. Donc ensuite on a voilà nos collègues donc des produits gourmands qui eux ont proposé d'autres animations au-delà du pique-nique du chef. Donc il y a eu des dégustations de produits donc gratuites faites par un autre chef dans un food truck et donc notamment de produits qui étaient faits avec de la farine bio, un producteur de pâtes et une productrice de spiruline qui étaient eux là aussi sur des stands à côté pour faire connaître donc ces nouveaux procédés ou d'intégrer ces nouveaux produits dans le quotidien de recettes. Donc, il y avait aussi des tablettes interactives sur comment découvrir les produits, les filières, etc. Et puis, un escape game aussi autour des jeux, autour des produits gastronomiques.
Voilà, à chaque fois j'ai illustré voilà, par une petite photo. Donc ensuite, alors là c'est vraiment donc la nouveauté, donc bien pour coller hein, avec donc cette thématique sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, on a collaboré avec le comité régional olympique et sportif de la région, qui donc ont proposé sur place des démonstrations et participations ateliers à deux sports, donc ont été l'escrime et le badminton. Donc ça, c'était super intéressant pour nous cette année de collaborer pour la première fois avec cet acteur régional également, à qui on n'avait pas forcément pensé finalement lors d'événements gastronomiques, mais c'est là où on voit qu'effectivement, tout ce qui est sport et culture, bien-être, gastronomie, etc., ça ne fait qu'un aussi pour promouvoir tout ça à notre habitant. On avait également proposé, voilà, avec une agence événementielle, d'autres, vous voyez que là, c'est un petit peu tendu au niveau de la météo, on a un petit peu de pluie. Voilà, vraiment là, des animations pour toute la famille, avec des combats de sumo pour enfants. Il y avait aussi athlé quiz, alors avec des questions, plus des petits parcours, etc. Donc ça, c'était sur le parvis de la cité. On avait également fait venir voilà, des producteurs et animateurs de jeux en bois, donc originaires des montagnes du Jura. Donc ça, comme je le dirais tout à l'heure, ça a vraiment permis aussi toute la diversité du territoire, des activités, mais aussi des territoires, puisque là, ça se passait à Dijon. Donc nous, on est quand même à l'échelle d'une région. Donc effectivement, on essaie toujours d'introduire des partenaires qui vont être voilà, dans les montagnes du Jura, sont venus proposer leurs jeux aux Dijonnais. Donc ça, c'était très sympa. Donc tout ça, c'était de manière assez ludique pour faire participer l'habitant. Ensuite, on avait aussi un vélo à smoothie, si on peut passer voilà, des vélos smoothies, des photobooths pour garder les souvenirs de l'événement, se prendre en photo avec des chapeaux, etc. En termes en plus, voilà, et bien sûr le CRT donc qui était présent avec certains membres donc de l'équipe pour avoir des stands de documentation. On avait mis en place un quiz pour gagner ensuite des passes découvertes pour visiter sa région toute l'année, distribution de goodies, etc. Donc ça nous a permis aussi de faire le lien direct, comme je disais. Je pense qu'on va passer un petit peu après voilà, au plan de communication. Donc, on a activé des pages dédiées en fait sur notre site web. Donc, chaque programme, nous, l'ensemble des 35 programmes, a sa propre fiche en fait descriptive avec ses coordonnées, etc. En fait, donc cet événement, nous, chaque année, on le coordonne, on finance un plan média, on fait beaucoup d'actions sur notre site web, de mise en avant, etc. Et le partenaire, lui, est organisateur en propre de son événement et il le finance, il l'organise, il le sécurise, il prend ses propres réservations, etc. Donc nous, on met en place tout ce qui est des pages édito, des tops, si vous êtes plutôt en famille, entre amis, si on peut passer les slides après, voilà, pour vraiment articuler nos campagnes ensuite, voilà, les clés d'entrée plutôt affinitaires ou plutôt géolocalisées pour accompagner le visiteur, pour qu'il puisse choisir en fait l'événement qui lui ressemble dans le coin où il habite ou alors plus loin, puisque nous, notre mission, c'est de faire bouger l'habitant justement pour qu'il découvre sa région un petit peu plus loin que son département. Voilà, donc après avec des fiches, effectivement, voilà, chaque organisateur a son propre programme géolocalisé, ses propres photos, etc. Donc, toutes nos campagnes de communication ont généré, voilà, notamment au niveau digital, donc ont généré 22 000 visites sur les pages dédiées. Donc, la plupart de ces visites ont été générées surtout par du social ads, bien sûr de l'organique aussi auprès de nos communautés Facebook et Instagram, des newsletters dédiés et puis une campagne de Google Ads pour asseoir la notoriété de l'événement. Au niveau relations presse, l'événement, chaque année, on a avant l'événement, pendant et après, un petit peu après, une cinquantaine d'articles de presse écrite. Et puis, bien sûr, on fait aussi des interviews France 3, France Bleu en local. On a fait également une campagne radio. Ça, on sait que chaque année, c'est quelque chose qui marche assez bien pour déclencher vraiment la réservation en fait dans les 10 derniers jours.
Voilà, donc c'est bon, je vais vraiment passer assez vite voilà, sur le plan de com, vous imaginez, mais en fait, voilà, donc au niveau des résultats, on a 92% de nos partenaires qui sont très satisfaits ou satisfaits d'avoir organisé cet événement, 88% qui sont satisfaits du plan de com et 92% qui sont prêts à nous renouveler leur participation en 2025. En fait, cet événement aussi, chaque année, on a souvent un tiers de nouveaux événements, nouveaux participants. En fait, c'est pas un club fermé, on a un cahier des charges, on ouvre à tous nos partenaires et puis on voit qui veut y répondre. Donc, si on peut passer la slide suivante. Voilà, donc en synthèse, bien sûr, nous, le soutien d'Atout France sur cet événement, même si ça fait plusieurs années qu'il existe, nous a vraiment donc permis de proposer un événement en direct, organisé. Donc, comme je l'ai déjà dit, nous a permis vraiment de rencontrer, de collaborer avec d'autres partenaires du territoire avec qui on n'avait encore jamais travaillé. On a été effectivement aussi finalement prescripteur et puis apporteur d'affaires pour des sociopros qu'on a fait travailler, que ce soit des agences événementielles, le chef qui a pu vendre ses pique-niques en direct, les jeux en bois, etc. En fait, donc c'est toujours intéressant aussi dans nos missions que le sociopro, il voit aussi directement ce qu'on peut lui apporter via nos propres événements. Ce qui est toujours plus compliqué quand on a 35-40 partenaires qu'on doit coordonner. Vous imaginez bien qu'au final, ni le visiteur, ni le partenaire qui va venir faire une animation sur ce pique-nique, il ne sait pas forcément que tout ça vient finalement de la région qu'on coordonne un plan média. Donc, ça nous a vraiment permis de remettre un pied dedans. Et donc, je terminerai effectivement avec cette perspective pour l'année prochaine, c'est de faire grandir cet événement qui doit vraiment évoluer dans son organisation. Donc, on a vraiment envie de le faire évoluer. Alors, bien sûr, toujours avec nos partenaires du territoire et dans cette dimension régionale. Donc, ce qui est le plus compliqué pour nous à mettre en place pour quand même avoir encore cette notoriété de cet événement, encore plus au niveau région, parce que voilà, c'est compliqué, c'est grand une région. Donc, c'est compliqué de faire bouger, de parler de tout le territoire. Ça demande des budgets de communication qui sont trop importants, qu'on peut plus se permettre depuis plusieurs années. Donc, on voudrait vraiment, ça nous a donné l'envie, en tout cas, de retourner sur le terrain, de proposer un événement en propre avec nos partenaires. C'est plutôt l'inverse. On va organiser et ils vont s'associer avec nous pour faire quelque chose de plus grand. Là, quand je vois l'exemple notamment de La Réunion, j'en reste rêveuse. 3 jours de festival avec autant de partenaires en un endroit. Mais malheureusement, si nous, on veut cette dimension régionale, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire. Donc voilà, on réfléchit pour l'instant pour l'année prochaine pour que ce pique-nique devienne encore plus fantastique avec le soutien d'Atout France, bien sûr. Voilà, merci. Super. Merci Emmanuel. On déroule, mais on n'a pas de questions. Peut-être qu'on peut les réserver pour la fin. Moi, j'avais simplement une seule question de précision pour Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Donc, on comprend qu'il y avait donc beaucoup d'événements sur la période, d'autres pique-niques sur l'ensemble du territoire et un temps fort donc, qui a été initié à la faveur de l'événement olympique et en partie grâce à l'AMI. Donc, est-ce on comprend que finalement, vous avez complètement acté le principe d'avoir un temps fort à nouveau, peut-être sur d'autres thématiques, autant que faire se peut, aux côtés à nouveau de tous les pique-niques qui continueront dans la dynamique qui est déjà en place? On espère. Voilà, c'est D'accord. vraiment quelque chose, voilà, comme je disais, ça nous a remis le pied à l'étrier, ça nous a refait réfléchir voilà, pour effectivement voilà, être en direct, en plus de ce que peuvent faire les partenaires, nous d'apporter encore plus de visibilité, de liens entre les partenaires, etc. Au niveau région. Et là, je vois qu'il y a une petite question sur le budget. Donc, le budget global de cet événement, il est d'environ 40 000 euros. Je pense bien Merci loin beaucoup. des budgets des événements qu'on a entendus avant, effectivement. Ouais. Alors après, effectivement, on n'était pas partie prenante de toutes les organisations. On ne paye pas l'organisation de tous les pique-niques dans toute la région. Mais on prend en charge effectivement le plan de com. Et puis là, l'AMI qui nous a permis, bien sûr, d'organiser et d'animer cet événement qui était vraiment le cœur du budget de la subvention.
Et donc la clientèle des participants de ce temps fort, étaient-ils originaires de la région ou est-ce qu'il y a des gens qui Oui. sont venus à cette occasion? Alors, la majeure partie, alors la communication se fait quasiment que sur la région. Le plus gros Oui. des plans de communication, hormis les communiqués de presse et voilà des relations presse, le plus gros se fait vraiment en région. Donc, c'est vraiment en fait un événement qu'on souhaite devenir l'événement incontournable pour l'habitant qui peut justement bouger dans sa région, faire un fantastique pique-nique à Nevers et puis ensuite faire un fantastique pique-nique à la citadelle de Besançon dans un site privé, UNESCO, etc. Donc c'est vraiment en région et on voudrait que ça continue à faire, c'est un événement fierté des habitants. Du tourisme de proximité et ça suscite la découverte ou la redécouverte aussi du patrimoine local, régional, donc c'est super. C'est Ça, super. tout Et en à fait, plus, parce que tu les autres, dis, ouais, je vais pardon, passer très vite sur les autres événements, mais effectivement, ça peut oui. être un office de tourisme qui va faire quelque chose en plein air, ça peut être plutôt dans un site privé, mais qui va organiser vraiment un banquet dans son parc et là vraiment se transformer en pique-nique avec les bottes de paille, etc. Ça peut être dans un site culturel, dans un musée. Enfin voilà, c'est très diversifié. Mais on en arrive à l'écueil que le visiteur n'arrive peut-être pas à retrouver vraiment le fil rouge de cet événement finalement. Donc c'est pour ça qu'on veut reprendre un petit peu la main par rapport à ça. Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel. On va un petit peu Merci. bouleverser, pardon, le déroulé parce que Jeanne de la CMARIS a une contrainte. Donc, Jeanne, si vous êtes toujours avec nous pour Je suis présenter là. Bringis, et je suis désolée, Inès, si ça ne vous dérange pas, donc comme vous êtes toujours avec nous, de décaler peut-être un peu votre intervention. Donc, je vais peut-être laisser Jeanne Dromer présenter le Bringis qui a eu lieu à Rungis. Et mille excuses pour le retard, Jeanne, et merci d'être encore avec nous pour présenter peut-être dans les grandes lignes cet événement qui était aussi tout à fait sympathique et assez inhabituel. Bon, déjà, je m'excuse en effet d'avoir chamboulé cette organisation. Je pars avec mon président à une remise de prix, puisqu'il remet un prix du rayonnement de la gastronomie, puisqu'évidemment, ça me permet d'enchaîner avec le marché de Rungis, le plus grand marché de produits frais au monde. On a eu la chance et le privilège d'avoir la flamme olympique qui passait au marché de Rungis le 21 juillet 2024. Et nous avons été, à cette occasion, nous avons choisi de porter un événement qui s'appelle le Bringis, donc le brunch de Rungis. Et je pense que cet événement a été une super belle réussite grâce à Atout France. Donc, je vais commencer en vous remerciant parce que vous avez su vous adapter à nous. Si je vous donne un peu les grandes lignes peut-être de la genèse du projet, nous sommes dans le 94. Le 94 a été partenaire de la Flamme olympique, donc a obtenu d'avoir 13 points de passage de flamme et plusieurs relais à l'intérieur. Nous avons eu l'autorisation de porter la flamme, de faire traverser le marché de Rungis un an avant, un peu plus d'un an avant l'événement. Sauf que le partenaire principal était Carrefour. Et en fait, Carrefour nous a interdit de communiquer sur le passage de la flamme, ce qui rendait notre organisation et notre événement assez compliqué, ce qui fait qu'on s'est repositionné beaucoup de fois. Donc, on a présenté un projet à Atout France qui nous permettait de valoriser les terroirs et les terroirs au travers de la flamme olympique. Et en fait, on a tout repositionné plein de fois. Donc, merci à tous, merci à l'équipe d'avoir été si flexible pour nous permettre de monter ce beau projet. Et votre accompagnement a clairement participé à la réussite de cet événement. Donc, si je reprends le Bringis. Donc, le Bringis, c'est un événement qui unit et qui allie le sens de la convivialité, le sens du partage, le sens du bien manger, le sens des terroirs, le sens des produits français qui sont très chers au cœur du marché de Rungis. Le marché de Rungis est représenté par tous les secteurs à cette occasion. Donc, que ce soit la charcuterie qui représente la gastronomie, les fruits et légumes qui représentent en volume 70% du volume des produits qui transitent sur le marché, le secteur des produits laitiers avec notamment les fromages, le secteur de la marée qu'on voit représenté ici par les huîtres, tous les produits des outre-mer qu'on a à la fois en fruits et légumes, à la fois en produits de la gastronomie. On a un peu de boulangerie, mais finalement qui sont aussi un peu la représentation des restaurateurs du marché,
les fleurs et les plantes en pot, puisqu'on a un carreau des producteurs de plantes en pot, et les accessoiristes qui sont représentés sur cette image par les couverts. Ce qu'on a voulu faire au travers de ce marché, je rappelle que Rungis est un marché qui est un marché uniquement de professionnels et fermé le dimanche. Donc pour nous, l'enjeu, c'était de réussir à réunir le plus grand nombre de personnes autour des terroirs et du passage de la flamme un dimanche dans un lieu qui est complètement fermé, puisque tout ce qui est raconté jusqu'à maintenant sont des lieux qui sont ouverts. Ça faisait partie des challenges et des défis qu'on voulait relever. Rungis est un lieu fermé, donc naturellement, si vous n'avez pas de communication qui porte des valeurs, qui porte un message et une raison de venir un dimanche à Rungis, c'est pas évident et c'est pas naturel, puisque nous n'étions pas dans la ville de Rungis, mais au sein du marché, qui est un marché donc fermé le dimanche. On peut passer à la slide suivante. L'objectif était de réunir... On peut passer à la suivante? Merci, c'était gentil. Donc, l'objectif était de réunir des familles. On est un dimanche, on parle d'Olympiade, on parle de flamme olympique, on parle de manger, de grandes tables, de convivialité. Et donc, évidemment, on parle d'enfants, de petits et grands. On avait envie que ce soit un endroit d'accueil, un endroit où les gens se sentent bien à tous les âges, à toutes les générations. Donc, pour ça, on a créé un univers avec la plus grande table au centre du marché, dans l'avenue de la gastronomie, qui était aussi un symbole, évidemment pour nous, qui allait être traversée par la flamme olympique, puisqu'on avait 5 passages de flammes, 5 relayeurs sur cette zone-là, et des olympiades, des jeux, des moments de partage, des concours et de la dégustation de produits tout autour de cette zone. Donc là, vous le voyez au travers des photos, on avait mis les tournois de pétanque, parce que c'est quand même extrêmement français, extrêmement rassembleur. On avait des vieux jeux en bois, on avait beaucoup de structures gonflables qui ont plu aux enfants. Je pense que la photo en haut à gauche parle quand même du bonheur des enfants de vivre dans des structures gonflables. On avait réuni des commanderies, des fédérations professionnelles qui permettaient de créer de l'animation et du vivre ensemble, et qui permettaient surtout d'apporter des valeurs qui étaient toujours de se rassembler et de parler des terroirs. On avait les poulardiers de Bresse qui valorisaient la volaille de Bresse. On avait les amis des Brie de Meaux et des Brie de Melun d'ailleurs, pour valoriser les produits du terroir. On avait la commanderie des gastronomes ambassadeurs de Rungis qui valorise la gastronomie à Rungis. Enfin bref, tout ça, on voulait valoriser les produits français et les terroirs et nos régions au cours de cet événement. On peut passer à la slide suivante. C'était un super exploit. Là, vous avez le parcours de la flamme, qui était évidemment un enjeu pour nous important de réussir ce moment-là sans aucune communication. On est évidemment un concurrent de Carrefour pour eux, et ils nous attendaient avec une horde d'avocats et de juristes pour nous attaquer. Donc, toute notre communication a tourné autour de la souveraineté alimentaire, des produits du terroir, du bien manger, des produits de qualité, au milieu de cette flamme olympique dont on ne pouvait pas parler. Donc là, vous voyez le passage de la flamme, le tracé qui est en longueur à l'horizontale, c'est l'avenue de la gastronomie. Il représente à la fois le passage de la flamme, mais surtout la table centrale qui faisait toute la longueur de cet espace. Donc, de mémoire, on était sur une table qui faisait à peu près 600 mètres de long, avec une scène au milieu où les gens pouvaient s'asseoir sur des bottes de paille, parce qu'évidemment, on a construit un événement responsable le plus possible, avec des invendus redistribués, des produits recyclés. Les planches étaient des planches qui avaient été récupérées chez nos grossistes pour faire la table. Les bottes de paille avaient été récupérées chez des agriculteurs. On avait des stands qui étaient des stands utilisés, réutilisés, etc. On avait de la vaisselle recyclable et de la vaisselle à nettoyer en porcelaine. Donc, on avait joué le jeu jusqu'au bout le plus possible. On n'avait pas de papier. On avait des poubelles de tri. Voilà, on a essayé de faire tout un tas de choses pour montrer qu'on est aussi un marché responsable et engagé. Donc, je reviens sur le déroulé. Ouverture du Bringis à 8h30. Les festivités ouvraient à ce moment-là également. Les relayeurs étaient commençaient à 10h45. On avait à peu près 20 minutes de passage de flamme.
dont le président du marché de Rungis, Stéphane Layani, que vous voyez sur l'image en bas à gauche, qui était le dernier porteur de flamme, le premier ayant été Guillaume Gomez, l'ambassadeur pour la gastronomie et représentant personnel du président de la République. Et la flamme est ensuite partie et les animations ont continué avec à la fois un concert, un DJ et puis toujours ces terroirs qui a été représenté par tous les produits. Le Bringis en chiffres, donc on a eu 3000 visiteurs. On était assez fiers de ce résultat. Encore une fois, dans un marché qui est fermé au public le reste du temps, qui est accessible en ligne 14 ou en voiture uniquement, ce n'était pas forcément évident. On avait 12 000 mètres carrés de stands et d'animation. Je rappelle que le marché fait 234 hectares, soit un peu plus que la ville de Monaco. Donc avoir 12 000 mètres carrés de stands et d'animation, c'était aussi un challenge pour nous de faire en sorte que ça vive. Donc il fallait avoir du monde. 6 secteurs représentés, je les ai cités. 13 régions de France représentées, on les a vues au début. Et évidemment des produits 100% français pour le plaisir de nos visiteurs. Et 5 relayeurs, je l'ai dit juste avant, en effet. On peut passer à la slide d'après. Les valeurs et nos ambitions, donc je l'ai dit tout au long de cette présentation. C'est la souveraineté alimentaire, c'est la gastronomie française, c'est les marchés, c'est l'excellence, c'est le terroir, c'est le savoir-faire des producteurs et de nos producteurs qui ont des talents. Les grossistes qui sourcent évidemment tous leurs produits, donc on appelle aussi des sourceurs, étaient présents. Ils avaient eux-mêmes par secteur, ils avaient des stands pour valoriser des produits. Ils étaient aux côtés des producteurs qui eux aussi sont venus et des acheteurs détaillants passionnés de l'alimentation et de la gastronomie qui sont venus valoriser ces produits. C'était un moment de partage comme on en vit peu sur le marché de Rungis puisque c'est un univers où on se lève tôt le matin. On est souvent en vie un peu décalée. Et là, on était un dimanche tous ensemble dans un horaire assez classique. C'était un vrai moment festif. On a quand même partagé aussi des valeurs. On était au moment des JO, donc on a valorisé les valeurs du sport, les valeurs du bien manger pour permettre une bonne santé. Donc ça faisait partie aussi des messages qu'on avait envie de porter au travers de cet événement. Je ne vais pas les détailler parce que pour le coup, ce ne sera pas pertinent, mais vous les voyez ici, c'était pour montrer l'engagement de tout le monde. Ce qui a été marquant pour nous dans ce moment-là, c'est que malgré des semaines de travail importantes, malgré une période d'activité qui a quand même été supérieure à la moyenne en période de Jeux Olympiques, tous les grossistes se sont réunis pour pouvoir porter ces messages, pour pouvoir valoriser leurs produits, valoriser le produit français et la qualité de ce qu'ils peuvent proposer. Les interprofessions se sont mis à leur côté avec des stands, avec des dégustations. Tous les produits étaient complètement gratuits. Tout était à la charge des grossistes et de la CEMARIS et des interprofessions qui ont joué le jeu aussi à nos côtés en faisant des dégustations d'huîtres, des plateaux de moules, des planches de charcuterie, de fromage, des produits tripiers, parce que c'est aussi important d'apprendre à manger de tout, de comprendre le produit brut, d'apprendre à travailler le produit, à l'aimer et à le découvrir. Donc, c'était une vraie force pour nous de pouvoir valoriser ça. Et je le redis encore une fois, Atout France nous a accompagnés véritablement sur l'organisation, ou en tout cas sur le financement de ces stands culinaires, ces stands des grossistes, ces stands de produits français, parce que grâce à ça, on a pu participer et offrir des produits à tout le monde de façon à ce que les gens puissent vraiment manger comme un déjeuner, s'installer à table et manger véritablement. Évidemment, on est fiers de ce moment, on est fiers de la résonance que ça a pu avoir, on est fiers d'avoir participé au relais de la flamme, on est fiers de participer tous les jours au quotidien au patrimoine gastronomique français, on est fiers d'avoir pu le mettre en lumière à ce moment-là, d'avoir pu l'ouvrir à des visiteurs, l'ouvrir à du particulier, à du grand public, aux villes aux alentours qui, pour la première fois, participaient à un événement au sein du marché de Rungis. Parce qu'on va être très, très honnête, la plupart de nos événements sont à 5 heures du matin en semaine. Donc, les gens dorment plutôt à 5 heures du matin en semaine. Donc là, c'était un vrai moment, c'était une vraie réussite. C'était un marché à ciel ouvert qu'on a voulu faire. Et je pense que le résultat était au rendez-vous. En tout cas, les retours et les retombées que nous avons eues étaient
assez importante et assez forte. Ça nous permettait de placer le marché de Rungis comme le marché de l'alimentation à Paris et en Île-de-France et de promouvoir ces produits français que nous, on aime et on valorise toute l'année. Je ne serai pas plus longue parce que tout ça, je vous l'ai dit, mais évidemment, le partage, le vivre ensemble, la convivialité, le savoir-faire, les terroirs, c'est tout ce qui anime l'excellence. La gastronomie, c'est tout ce qui anime à Rungis, les acteurs de Rungis, les professionnels, les sourceurs, les interprofessions, les syndicats, les détaillants, tous ceux qui viennent quotidiennement à Rungis, tous les consommateurs qui mangent un produit de Rungis, puisque je rappelle qu'un Français sur 4 mange tous les jours un produit qui vient du marché de Rungis. On ne le dit pas assez souvent et c'est pour ça qu'on voulait le valoriser. Le modèle du marché de gros, c'est aussi le modèle du circuit court. C'est pour ça qu'on a voulu valoriser nos producteurs, puisqu'on a un carreau des producteurs de fruits et légumes, on a un carreau des producteurs de plantes en pot. Donc, ce n'était pas uniquement un événement, c'était des valeurs, c'était des messages qu'on avait envie de faire passer et j'espère qu'on les a fait passer. Nous, on n'a pas forcément prévu de le reproduire. C'était le passage de la flamme a été l'opportunité de le faire. En revanche, on a clairement l'intention de reproduire des moments de convivialité, peut-être ouverts au plus grand nombre, pour pouvoir partager des messages, ces messages-là en tout cas. Merci beaucoup, Jeanne. J'avais simplement un point de précision. Quand vous avez parlé de 3000 personnes et que vous avez dit que vous aviez une communication qui avait été un peu limitée aussi, mais est-ce que ce n'était pas aussi lié à la jauge qui était la vôtre pour des questions de sécurité, d'avoir ce plafond de visite, ou est-ce que c'est plutôt le résultat, effectivement, voilà. Alors, 3000 personnes, on s'était mis une jauge à 3000 pour permettre d'abord aux gens de profiter des espaces, parce qu'on s'était dit qu'à plus de 3000 personnes, à un moment, les gens feraient la queue partout et que ça deviendrait compliqué. On ne pensait pas forcément atteindre les 3000 personnes avec une interdiction de communiquer en amont, parce qu'encore une fois, un dimanche en plein milieu du marché de Rungis, quand il faut venir dans le 94, qui est le jour où la flamme passe partout et donc les routes sont bloquées, limitées, les accès sont difficiles, on s'était dit que sans communication, ça allait être compliqué de faire venir du monde. Et notre pari a été réussi puisqu'on s'était dit, si on arrive à en avoir 2000, c'est déjà bien. Et en fait, on a explosé les scores en ayant 3000 personnes. Donc, on s'était mis cette limite, évidemment. On s'était mis cette limite, mais on ne pensait pas l'atteindre. On n'aurait pas refusé 2000 personnes de plus. Mais la limite a été mise par le fait que la communication a été plus contrainte. Est-ce que finalement, vous avez rempli l'objectif du Guinness? Parce que je me rappelle qu'il fallait… Non. Non. Oh, dommage. Pourtant, on a joué le jeu. Non, on a tenté. Juste de la plus grande table. Ouais, est-ce que vous avez commercialisé des choses en termes de modèle d'affaires? Est-ce que les gens venaient, donc ils étaient reçus gracieusement pour partager ce moment convivial avec les bons produits, etc. Mais est-ce qu'il y avait des choses payantes ou pas du tout? Non, pas du tout. Tout était complètement gratuit, tout complètement ouvert. Très bien. On avait considéré que sinon, si on mettait des choses payantes, mais même pour nos grossistes, on a tout payé, toute la logistique, toute l'installation, tout le mobilier. Eux ont offert des produits et nous, on a acheté tous les produits autres. On s'était dit que si on mettait un prix, que ce soit un prix pour pouvoir rentrer au marché de Rungis, pour nos partenaires, grossistes, etc., par définition, on n'aurait pas tout le monde. Et on ne voulait pas prendre le risque de discriminer quelqu'un par un choix financier. Donc, le choix qu'on a fait, c'était que ce soit complètement gratuit et ouvert. Sur inscription, en revanche, puisque le marché de Rungis était un peu fermé, sécurisé. Donc, sur inscription, toutes les personnes recevaient un QR code pour passer les péages du marché et pour pouvoir profiter du moment. Très bien. Est-ce que vous accueillez à Rungis, parce qu'on est tous bien conscients des enjeux d'éducation à l'alimentaire, à la connaissance des produits, etc. Le bien manger, les enjeux de santé publique. Est-ce que vous accueillez des sorties scolaires? Alors, ma réponse est en 2 temps. Alors, ma première réponse, c'est on l'a fait. Aujourd'hui, on les limite un petit peu pour une raison, c'est qu'on considère qu'on est un marché de professionnels et qu'on a beaucoup de demandes. J'ai à peu près entre 80 et 100 personnes par jour qui viennent visiter le marché de Rungis.
que ce D'accord. soit des entreprises Ça avait du site, ouais. ou des professionnels et des jeunes qui sont en formation professionnelle. Et en fait, les grossistes râlent un petit peu en nous disant Ça aujourd'hui, dérange. l'enjeu pour un acheteur, c'est de retourner à Paris le plus vite possible. Avoir des groupes de visiteurs au milieu des pavillons, ça bloque les acheteurs qui finissent par ne pas revenir en disant en fait, c'est Mm. impossible de circuler Mm. parce qu'il y a trop de visiteurs et les Mm. chariots passent pas, etc. Ça reste, Ouais. enfin, Faudrait des ça reste, créneaux dédiés ou ce serait. Ouais, et on ne je peut pas mettre un créneau dédié parce que si on ne fait pas une visite pendant l'activité du marché, on ne croise pas un grossiste, on ne C'est pas comprend pas le intéressant. fonctionnement du marché. Bien La sûr. deuxième partie de réponse, c'est évidemment oui, moi je le fais et je le fais Mm. pour ceux qui viennent me poser la question parce qu'ils Mm. ont des messages et parce qu'ils considèrent que c'est justement important d'éduquer à l'alimentation. On le fait au travers de partenaires qui font Mm. l'éducation à l'alimentation, qui achètent à Rungis et qui valorisent nos métiers et les valeurs qu'on porte. Mais Mm. oui, la réponse est si vous me dites, moi j'ai une classe qui voudrait venir parce qu'on Mm. considère que c'est important, ma réponse est Mm. oui. Bien sûr. La nuance que je mets, c'est que pour Mm. que ce soit véritablement intéressant, et je le vis tout le temps, puisque je fais quand même beaucoup de visites aussi Mm. moi-même, Mm. faire venir des petits à 4 heures du matin, c'est compliqué, parce que c'est Mm. compliqué même d'avoir une autorisation. Bien Mais sûr. faire venir des petits à 9 heures du matin, c'est pas Mm. intéressant, parce qu'on est en fin de Mm. marché, qu'on voit Mm. plus rien, et que Mm. finalement on perd L'âme, l'essence oui. même du marché. Mm. Très bien, intéressant. En tout cas, ça peut faire naître des vocations, parce qu'on sait qu'on a aussi des pénuries, enfin du mal Mm. à retenir le personnel et tout dans les métiers de la restauration. Et c'est des moments enfin, dont on se souvient toute la vie quand on découvre ça à un jeune âge aussi. Bravo, Il en y a tout cas, une merci. attention à son choix professionnel à Rungis. Bien sûr. Merci beaucoup. Avec plaisir. Désolée d'avoir encore une fois chamboulé ça. On est souple et Je flexible, vous laisse, aucun problème. mais Merci ceux beaucoup. qui souhaiteraient évidemment venir voir Rungis ou qu'on rééchange, n'hésitez Oui, pas à partager mes coordonnées et je le ferai avec plaisir. super. Merci beaucoup. Merci. Merci, à Merci. bientôt. À bientôt. Et donc, on va tout de suite laisser Inès nous présenter Refugee Food. Merci beaucoup d'avoir accepté Il n'y a ce pas de petit problème. changement de planning. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Inès Cohen. Je travaille au sein de l'association Refugee Food et aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui s'appelle le Refugee Food Festival pour lequel on a été soutenu. Je voulais juste avant de démarrer vous remercier pour l'organisation de ce webinaire et plus particulièrement par votre soutien et c'est très important d'entendre également d'autres initiatives. Donc, merci mille fois. Juste avant de vous présenter le Refugee Food Festival, je vais recontextualiser aujourd'hui nos actions. Donc, Refugee Food, c'est un projet associatif, loi 1901, reconnu d'intérêt général, qui a démarré en 2016. À l'initiative de Marine Mandrilla et Louis Martin, qui sont deux citoyens qui rentraient d'un tour du monde lors de la première crise syrienne migratoire. Et ils se sont dit, en fait, comment nous, on va pouvoir accueillir dans notre pays et comment on va pouvoir agir. Et ils se sont dit, en fait, nous, les moments où on a réussi à créer du lien pendant ce tour du monde, on a réussi à rentrer en connexion avec des gens alors qu'on n'avait pas la même langue, on n'avait pas les mêmes cultures, et ben c'était autour de la table. On a été accueillis, on nous a ouvert des portes, on a vraiment partagé. Ils se sont dit, bah, en fait, nous, on va à notre tour permettre justement de valoriser ces patrimoines culinaires de personnes qui n'ont pas eu le choix de quitter leur pays. Et donc, ils ont créé le Refugee Food Festival et plus globalement l'association Refugee Food qui aujourd'hui a un grand nombre d'activités et donc on est notamment organisme de formation pour répondre aux missions du projet qui sont aussi d'accélérer l'insertion professionnelle des personnes réfugiées. Donc, on dispense des formations. On est également sur une dynamique d'œuvrer pour une alimentation juste, durable et diversifiée pour tous. Donc, on fait de l'aide alimentaire. On produit des repas entre 1000 et 1500 repas par jour
qui sont après distribués par les Restos du Cœur, la Chorba et d'autres dispositifs. Et on a également un volet très important qui est de faire évoluer le regard et mobiliser pour changer le regard porté sur les personnes réfugiées. Et c'est notamment dans ce cadre-là qu'on a déployé le Refugee Food Festival, dont je vais vous parler tout de suite. Vous pouvez passer cette slide. Voilà. Donc, le Refugee Food Festival est un projet qui a pour objectif de créer des rencontres culinaires et culturelles entre des cuisiniers réfugiés, des restaurateurs, mais aussi des citoyens locaux, dans le cadre d'un festival qui se tient tous les ans au mois de juin, parce que le 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. Et le principe du festival, il est très simple. On sollicite des établissements, donc des établissements de tout horizon, aussi bien des restaurants gastronomiques que des crous pour des étudiants, des restaurants universitaires, des cantines de quartier. On mobilise aussi des artisans. Et l'idée, c'est vraiment de créer une collaboration entre un chef français et un chef réfugié. Donc, le temps d'un service ou plusieurs services, ils vont créer un menu inédit à 4 mains qui va vraiment s'inspirer des deux cultures. Où vraiment on va se mettre autour de la table et on va se dire en fait voilà, moi dans mon pays j'avais l'habitude de cuisiner ça, j'ai envie de faire découvrir certaines barrières et certaines choses et en même temps le chef accueillant, le chef français garde son ADN. Typiquement on a fait une collaboration dans un bouchon lyonnais avec une cuisinière syrienne et donc l'idée c'était de garder l'ADN du bouchon lyonnais avec ses codes et ses traditions particulières, mais aussi en apportant les saveurs et les épices, les goûts qu'on pouvait retrouver dans les plats traditionnels. Donc vraiment l'idée, c'est de créer cette dimension inédite et ça fait vraiment des résultats assez explosifs et des très belles découvertes dans le mix des cultures. Donc, c'est un festival qui a lieu depuis 2016, qui, donc, comme je vous le disais, se déroule tous les ans au mois de juin et se déroule dans 12 villes en France. Cette année, grâce au soutien notamment de l'AMI et notamment de la dynamique des JO, on est allé un cran au-dessus dans notre programmation en se disant, en fait, la gastronomie, en effet, c'est un patrimoine culturel très fort, on n'a pas de doute là-dessus, on sait, on l'expérimente, mais on a aussi cette année un terrain de jeu qui est très intéressant, qui est les JO. On sait que dans le sport, on retrouve énormément de valeurs qui permettent aussi de s'intégrer, qui permettent de se sentir bien. Et on l'a vu, nous, auprès des salariés en insertion qu'on accompagne, quand ils ont l'opportunité de faire du sport, ça redonne de la confiance en soi, ça apporte du dynamisme. Donc, c'est vraiment des valeurs qu'on retrouve et on s'est dit, en fait, on va aller un cran au-dessus. Et donc, en effet, on a vraiment profité de la dynamique des JO grâce à cet appel à projet. Et donc, notre programmation, elle était un peu plus que juste gastronomique et culinaire. On a organisé beaucoup d'événements. On est venu mêler des cours de sport, des cours de danse. On a organisé des expositions photographiques sur les parcours migratoires. Donc, on s'est dit, en fait, le patrimoine culinaire, on a acquis, maintenant on sait comment le mettre en valeur. Maintenant, on a aussi d'autres dimensions culturelles qu'on a envie de faire découvrir. Et c'est vrai que ça a été une très belle surprise parce que ça permettait en effet de continuer à faire un peu tomber des barrières. Donc, on avait eu cette dimension, ce travail avec le goût. Et donc, voilà, donc on a une programmation culturelle
et culinaire à la fois, en proposant, comme je vous le disais, des activités de danse à plusieurs reprises dans plusieurs villes, des expositions photos. On a également organisé une grande journée. Vous pouvez passer la slide d'après. On a également une grande journée, une journée cuisine et sport qu'on a organisée avec une association qui s'appelle Kaboubou et qui accompagne les personnes réfugiées à s'intégrer sur le territoire, notamment via le sport. Et donc, on a organisé toute une journée avec Kaboubou où là, on a eu cette dimension de pouvoir se mettre en mouvement avec, pareil, un cours de danse. On a organisé un atelier de cuisine syrienne où là, on a vraiment demandé à Mohamed de réfléchir à des recettes qui étaient énergisantes. Donc, on a fait des energy balls, on a fait une boisson de récupération après l'effort. Voilà, on a vraiment eu ce fil conducteur pendant cette journée. Et puis après, des dimensions un peu plus aussi de réflexion avec un atelier sur une fresque de la migration et puis encore une fois, des ateliers sportifs. Donc, c'était vraiment une belle opportunité de pouvoir élargir notre programmation. Voilà, la slide d'après, c'est le bilan de l'édition 2024 pour que vous ayez quelques chiffres en tête. Je vais pas rester sur cette slide, mais juste vous dire, voilà, aujourd'hui, c'est le festival en 2024, c'est plus de 17 000 personnes qui sont venues au restaurant dans les 12 villes en France. Et c'est surtout une opportunité pour 100 cuisiniers réfugiés qui ont participé, qui ont créé des collaborations et qui, pour eux, ont aussi eu un tremplin dans leur insertion professionnelle. On sait que le travail, c'est un moyen d'être intégré en France, d'être reconnu. Et donc, le festival permet aussi voilà, à nos cuisiniers réfugiés de reprendre confiance en eux, de découvrir des nouveaux codes, de découvrir une nouvelle culture et de s'implanter en France avec des cuisiniers qui leur font confiance et qui ouvrent leurs portes de leur cuisine. Donc voilà, donc je vous partagerai la présentation. Je ne vais pas revenir sur tous les chiffres, mais voilà, retenir que c'est 100 cuisiniers qui ont participé au festival, 17 000 convives qu'on a réunis, plus de 17 000 convives qu'on a réunis autour de la table, et bien évidemment aussi remercier tous les lieux accueillants parce qu'on a eu à peu près à peu près 90 restaurateurs ou artisans qui ont joué le jeu. Donc voilà, et chaque année, on augmente la participation. Et puis, au-delà du Refugee Food Festival, comme je vous le disais, l'association Refugee Food a beaucoup d'actions que j'ai commencé à vous synthétiser, mais je répondrai volontiers à vos questions ensuite. Et on a eu en effet un été marqué aussi par cette dynamique des JO. Vous voyez là en photo Haruna So, qui est notre chef de cuisine chez Refugee Food, qui a porté la flamme. C'était hyper symbolique parce qu'il a porté la flamme le 14 juillet à Paris, juste à côté de la place de la Bastille. Et Haruna, quand il est arrivé en France, en fait, il n'avait rien et il a fait un parcours exceptionnel. C'est vraiment un homme très, très inspirant qui s'est construit, qui n'a rien lâché, qui a toujours donné. Je vous parlais tout à l'heure des dispositifs d'aide alimentaire qu'on pilote. C'est lui tous les jours qui se dit, en fait, ces gens-là, c'est des gens qui sont en précarité, qui sont dans le besoin, mais par contre, ils ont le droit de bien manger, d'avoir aussi des valeurs nutritives. Donc, c'était un moment très fort avec nos partenaires, d'aller soutenir Haruna. On a réussi à mobiliser beaucoup de monde alors que c'était un dimanche. On était très enjoués et puis de voir son émotion autour de la flamme, ça nous a mis dans une certaine dynamique. Et puis, on a aussi récupéré à peu près 4 tonnes de denrées alimentaires issues des invendus des JO qui nous ont permis justement de créer cette dynamique et ce chaînon pour dire en fait, il y a beaucoup d'invendus et on veut limiter le gaspillage alimentaire. Et du coup, on a réussi à préparer plus de 44 000 repas par nos salariés en insertion et notamment pour des gens qui étaient dans le besoin. Donc, en fait, Atout France, ça s'appelle un projet, nous a permis de nous mettre dans cette dynamique des JO. Bien évidemment, on a une activité qui est basée en Île-de-France et donc on a été, il y avait quoi qu'il arrive une dynamique, mais on s'est dit c'est quand même aussi une opportunité pour nous de développer nos activités autour des Jeux Olympiques.
Et la dernière slide, c'est pour vous dire voilà, l'après-AMI et l'héritage et la pérennité du projet. En 2025, on va célébrer la 10e édition du Refugee Food Festival et on va se déployer pour la première fois à Toulouse et à Rouen. Exactement, qui sont des villes voilà, qui sont venues nous chercher en nous disant qu'ils avaient envie qu'on soit présents. Et donc, on est ravis d'arriver sur ces nouveaux territoires et on est très, très bien accueillis. Donc, on a hâte et ça va être un beau mois de juin 2025. Et puis, encore une fois, on continue cette dimension de programmation culturelle élargie en gardant cette dynamique du sport, mais aussi en élargissant avec des programmations musicales, des programmations, des tables rondes, des ateliers, des conférences, la projection de plusieurs films documentaires sur lesquels on travaille. Et puis, on a pour objectif chez Refugee Food, dans nos valeurs, de se dire que nos activités, elles sont accessibles à tous. Et donc, on travaille vraiment aussi sur la réflexion de comment on peut cibler toutes les personnes de la population. Alors, c'est pour ça qu'on va aussi bien dans des restaurants gastronomiques que dans des restaurants universitaires. À Marseille, on nous a proposé de faire une collaboration dans un EHPAD. Voilà, l'idée, c'est de se dire qu'on va pouvoir toucher toute personne de la population, peu importe leur âge, parce qu'on fait aussi des collaborations dans des écoles. On a fait une collaboration dans une école maternelle à Nice l'année dernière. Donc voilà, l'accessibilité au bien manger pour tous, et cela dès le plus jeune âge. Et puis, bien sûr, sur la suite, continuer à mesurer notre impact pour permettre le changement de regard sur l'accueil et l'intégration des réfugiés et être un tremplin sur leur insertion professionnelle. Voilà pour ma présentation. Merci. Je suis allée assez Merci rapidement parce que beaucoup, Inès. Bravo. D'ailleurs, je pense qu'on peut le dire maintenant. C'est vrai que ce dossier de candidature avait vraiment fait unanimité autour du comité de sélection parce que c'était assez innovant au sens où ça n'adressait pas forcément un sujet tourisme au départ, mais on s'est dit finalement l'internationalisation de la gastronomie, ces réfugiés dont j'avais une question, qui sont du métier au départ ou qui deviennent chefs à la Alors, faveur notamment de vos initiatives? Alors, tous les cuisiniers qui participent ont un projet professionnel dans la cuisine. Alors, ce projet D'accord. professionnel, il peut être abouti, mais il peut aussi être en réflexion. Et donc, c'est pour ça, quand je parlais de tremplin, c'est que c'est aussi une manière de découvrir des métiers. Et après, en fonction des types de collaboration, on va avoir notamment, je pense, quand on fait des collaborations dans des restaurants gastronomiques, et ben, on a des chefs qui sont beaucoup plus expérimentés. Et voilà, après, on s'adapte. Et l'idée, notre mission, c'est de trouver des restaurateurs qui vont accueillir et qui vont prendre le temps de former aussi si besoin. On a aussi beaucoup de gens qui sont réfugiés, qui ont envie de monter leur projet, mais qui ont besoin aussi de se sentir en confiance sur un nouveau territoire. Et donc, c'est des opportunités. C'est aussi des opportunités pour réaliser des stages après, pour déployer un réseau. Donc voilà. Mais les fondamentaux, pardon, c'est de se dire que tous les cuisiniers qui participent au Refugee Food Festival ont un projet professionnel dans la cuisine. Et comment dire, est-ce que c'est aussi une initiative vis-à-vis des chefs qui leur peut-être donnent l'idée d'inscrire à la carte peut-être des spécialités d'ailleurs sur une carte ou qui de revisiter eux-mêmes avec des ingrédients? Parce que là, on sait en tout cas qu'en matière d'attractivité touristique, la France, évidemment, s'honore, et à juste titre d'ailleurs, d'être une belle référence gastronomique, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus quand même des jeunes gardes de chefs qui visitent aussi beaucoup la gastronomie des autres. Et ça, c'est vrai que dans votre projet, c'était aussi ce qui avait séduit le jury, c'est vraiment de dire, ah ben, c'est une façon aussi de revisiter quand même. Donc, est-ce que c'est aussi les restaurateurs, ils évoluent dans cette idée de diversifier Vraiment, peut-être leur propre carte? tout à fait. C'est vraiment, j'adorerais que vous puissiez le vivre en vrai, mais en fait, la rencontre entre les deux cultures, elle est bénéfique, mais aussi bien pour le chef réfugié que pour le chef français en termes de découverte de saveurs. Enfin, vraiment, c'est une rencontre
assez inédite et on a des chefs qui accueillent et qui gardent en fait après à la carte certains plats qu'ils ont découverts, mais aussi des chefs réfugiés qui ont découvert certains plats et qui ont envie de continuer à les cuisiner à leur manière. Hein, mais en effet, on est vraiment sur une rencontre culturelle assez impressionnante, pour être honnête. Merci. Et est-ce que vous avez... Alors, je suis contente d'apprendre que vous allez mailler un petit peu le sud-ouest, parce que j'avais une question sur la première carte qui me disait, tiens, c'est étonnant, il y a un petit vide là entre Bordeaux et Toulouse. Est-ce qu'il y a une raison particulière, non? Non, il n'y avait pas de raison particulière. D'accord. Nous, le festival, on le déploie dans les villes dans lesquelles on est sollicité, comme je vous le disais, pour Toulouse. En fait, on a été contacté par la ville parce qu'il y a une grande dynamique. C'est exactement pareil pour Rouen. Et donc voilà, on va se déployer sur des territoires aussi qui nous accueillent, qui nous soutiennent. Donc voilà, donc non, il n'y avait pas de volonté à créer ce vide. On sait déjà qu'en 2026, on se déploiera à Bruxelles. Ah oui. Donc voilà. Voilà, écoutez, c'est la dernière question que j'avais pour ma part, c'est de savoir est-ce que vous déployez à l'international, en Europe ou ailleurs? Est-ce que Alors, le votre festival a expertise, déjà même eu en tant lieu, qu'association? bien sûr, le festival a déjà eu lieu en 2017, en 2018, en 2019 à l'international, en Argentine, à New York, à Londres. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on perdait un peu la main sur l'ingénierie de projet et qu'en fait, on ne maîtrisait pas le cahier des charges. Et donc, nous, on a vraiment notre volonté, c'est que nos cuisiniers réfugiés soient bien accueillis, mais qu'ils soient aussi rémunérés, qu'ils soient valorisés. Et en fait, on se rendait compte qu'on perdait un peu cette visibilité à l'international. Et donc, on s'est dit, en fait, autant rester en France et le faire bien et pouvoir rester complètement dans une gestion de projet 360. Mais c'est vrai que Bruxelles, il se passe beaucoup de choses sur la scène culinaire, que ça reste un pays aussi francophone. Et donc voilà, donc on se déploiera à Bruxelles en 2026. Merci beaucoup, Inès. Je sais pas s'il y avait d'autres questions dans le chat, Marie. Non. Écoutez, tout est dit. Merci beaucoup, en tout cas. Un grand bravo. On n'a pas vu le temps passer. Non, on a faim d'ailleurs. Vous nous C'est des avez conneries. inspiré là. Ouais. C'est magnifique. Donc, on va conclure. On va conclure, on va vous remercier, vous dire aussi qu'on travaille à l'hypothèse de pouvoir poursuivre cette dynamique, non pas via des AMI, puisque c'était des dotations particulières dictées par le plan Destination France, mais on réfléchit donc avec nos partenaires et les tutelles pour poursuivre cet accompagnement de projet et surtout d'être aussi très investi sur l'enjeu de la gastronomie. Là, on a vu de l'événementiel très réussi, mais on sait qu'il y a aussi d'autres sujets de structuration, d'autres sujets de promotion également, de création également et d'accompagnement. Dans beaucoup de projets, on a évidemment cette dominante gastronomie, puisqu'on a l'habitude de dire les touristes, comme tout un chacun, on fait 3 repas par jour et que c'est vrai qu'il y a matière quand même à mieux valoriser ce savoir-faire, cette excellence. Et en tout cas, bravo pour vos initiatives, puisque vraiment, vous avez montré un très bel exemple. Un grand bravo et merci à toutes. Et puis, on se donne rendez-vous en janvier pour de nouveaux webinaires. Voilà, donc on travaille avec Marianne sur le planning. Et, on a plein d'idées, mais on est aussi à l'écoute de vos retours, de vos suggestions. Si vous connaissez des gens qui souhaitent intervenir aussi, n'hésitez pas à nous mettre en relation. On sera ravis de les convier à de prochaines éditions des webinaires Tourisme Innov. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.